Nous en sommes à la thématique aujourd'hui. On parle de l'employabilité, la sécurisation de l'emploi. Qu'est-ce que cela implique pour les travailleurs? Notre expert, monsieur Joseph Cassé, est avec nous. Mais avant, vous savez que nous avons un élément illustratif. Selon l'Organisation internationale du travail, l'employabilité est l'aptitude d'un salarié à trouver un emploi, à le conserver et à progresser en s'adaptant aux changements tout au long de la vie professionnelle. C'est un gage de réussite pour toute entreprise engagée dans la performance durable. Et c'est à l'entreprise de mettre à la disposition de ses personnels les outils permettant leur mobilité à travers notamment des programmes de gestion, des carrières ou de formation. Un ticket gagnant-gagnant, car bénéfique aussi bien pour le personnel que pour l'entreprise. La formation du personnel est très importante pour l'entreprise qui forme la personne déjà, parce que la personne devient rentable pour l'entreprise. Et encore, c'est bon pour la personne, l'individu même qui se forme. Voilà, ça lui ouvre une vision très large des activités de l'entreprise et autres activités, si lui-même veut entreprendre aussi un jour. Étant donné que les activités de diverses horizons évoluent au fur et à mesure, donc il est toujours bien de former le personnel en fonction de la réalité professionnelle du moment. Toutes les entreprises sont appelées à cotiser au fonds, au FDFP. Voilà, et ce fonds-là donne la possibilité aux agents d'une entreprise donc, qui est à jour de ces cotisations là-bas, de faire subir à ces agents des formations. Voilà. Donc, déjà, c'est un droit pour l'agent d'être formé, mais moi je veux qu'on dépasse même cette question du droit. L'entreprise gagne en formant ses salariés. Comment l'entreprise gagne? Parce qu'un agent qui va subir une formation renforce donc ses compétences, donc ça accroît son rendement. Du coup, l'entreprise sortira gagnante. Accompagner un salarié à renforcer ses compétences permet d'accroître ses chances de conserver son emploi, mais aussi ses connaissances, qualifications et comportements permettant à l'employeur de juger de son potentiel. L'agent qui ne se forme pas, qui ne prend pas, qui ne met pas du soin dans son employabilité, qui ne se donne pas les chances de être vendable, être consommable, être employable sur le terrain, perd de la valeur. En perdant de la valeur, il met en péril son emploi. Puisque vous n'êtes pas sans ignorer que plus les années passent, plus la façon de travailler change. Nous sommes dans un monde qui est en perpétuel changement. Donc tout évolue. L'évolution faisant, on est obligé, en tant que personne humaine, de suivre cette marche-là. Donc de réapprendre, de se mettre à niveau. Celui qui se contente du peu, il est vite dépassé. Dès l'instant où il est vite dépassé, il n'est pas sûr d'avoir toutes les chances de garder son emploi. Il se met dans une sorte d'insécurité d'emploi. La notion d'employabilité connaît aujourd'hui un vif succès auprès de divers acteurs de la vie économique et sociale, en particulier dans les domaines de l'emploi et des ressources humaines. Voilà, de retour sur le magnifique plateau du Matin Bonheur. On va tout de suite poser la question à notre consultant. Qu'est-ce que c'est que l'employabilité? En langage ivoirien, si on veut parler d'employabilité, c'est de se rendre vendable à tout temps sur le marché de l'emploi, que ce soit au sein de l'entreprise dans laquelle je travaille, comme dans toute autre entreprise du secteur du métier où je suis. Donc, être vendable à tout temps. À quoi ça sert? Alors, être vendable en tout temps. Être vendable à tout temps a une importance aussi bien pour l'entreprise que pour le salarié. Pour le salarié, ça permet au salarié d'anticiper sur les changements majeurs qui vont arriver dans le secteur dans lequel il évolue. Vous, Marcelin, vous travaillez dans le domaine de la communication. Vous êtes sans ignorer les différentes évolutions que ce secteur a connues et connaît aujourd'hui. Et donc, il vous faut être à tout moment vendable dans ce secteur avec ces changements. Donc, qu'est-ce qu'il vous faut?
il vous faut mettre votre compétence, vos aptitudes, vos connaissances, vos savoir-faire à jour à tout moment. Donc ça y va de votre implication personnelle. Merci Deuxième chose pour l'employé, il va pouvoir gérer les transitions professionnelles. Parce que l'entreprise dans laquelle vous travaillez peut partir en faillite. Si cette entreprise va en faillite, qu'est-ce que vous faites en tant qu'employé? Est-ce que vous êtes capable de rebondir? Et donc, votre employabilité va vous permettre de vous vendre, même si cette entreprise n'existe plus. Et troisième chose, il va vous permettre de développer vos propres talents. Vos propres talents. Donc ça, c'est ce que ça représente pour l'employé. Pour l'entreprise et l'employeur, c'est un moyen de pouvoir adapter la compétence de son personnel aux changements et aux différentes évolutions du secteur de métier dans lequel l'entreprise évolue, à tout temps. Et ensuite, ça permet d'accroître la productivité de l'entreprise parce qu'un employé performant est un employé qui produit du résultat et donc du chiffre d'affaires et de la renommée pour l'entreprise. Donc pour l'entreprise, ça a une importance. Troisième chose, ça permet de conserver les talents. Les talents. Et ça, c'est important. Qui a envie de perdre un talent qu'il a formé, qu'il a formaté au jour où on a besoin le plus de lui? Personne n'a envie de perdre des talents. Donc, cette politique permet à l'entreprise de garder les talents. Parce que ces talents savent qu'elles peuvent évoluer au sein de l'entreprise. Elles peuvent encore être utiles à l'entreprise. Et dernière chose, ça permet de fidéliser et donc de maintenir la motivation. D'accord. Là, on a parlé, on a bien compris, hein, il faut être compétitif en tant qu'employé. À tout moment. À tout moment, on fait des mises à jour, être au fait de tout ce qui concerne notre secteur. C'est ça. Maintenant, la démarche à suivre, hein, progressivement. Quelle est la démarche à suivre pour l'employé et pour l'employeur? OK. Pour l'employeur, il s'agit de mettre en place un plan très clair. L'employeur doit savoir où il va en tant qu'entreprise. Quelle est notre vision stratégique? Et donc, l'entreprise va faire un état des lieux pour voir les compétences dont nous disposons. Est-ce que ces compétences nous permettent d'atteindre nos objectifs à terme? Okay? Je vais devenir le leader du secteur de la communication. Est-ce que les personnes que j'ai ont les compétences pour me permettre d'être le leader de la communication en Côte d'Ivoire? Et donc, une fois que l'état des lieux est fait, je vais inventorier ce dont je dispose. C'est le bilan des compétences. Une fois que j'ai fini le bilan des compétences, je mets en place un plan d'action très clair. Le plan d'action va comporter la composante formation, va comporter la composante communication et information. Parce que vous allez former des gens à travers la structure comme l'appui du FDFP dont le reportage a parlé. Il y a également des fonds internes dans l'entreprise qui permettent de former. Il y a également le système de mentorat et de coaching en entreprise qui permet de former. Il y a également le fait de mettre des employés performants sur des missions exceptionnelles pour leur permettre de garder le niveau de motivation. Et puis, de l'autre côté, il y a aussi cette possibilité pour l'entreprise de déployer son personnel dans des nouveaux projets. Donc, à terme, l'entreprise elle-même, elle a une partie active dans ce processus-là. Mais ça ne s'arrête pas à l'entreprise. Alors, il y a des entreprises qui également ont peur de former ou bien de donner de l'importance à certains de leurs agents, de peur que ces agents-là, peut-être sont susceptibles, peut-être un jour d'aller... D'être raflés par la concurrence. D'être raflés par la concurrence. Et partis volontairement aussi. Ou bien il y en a aussi qui attendent que vous soyez raflés par la concurrence ou courtisés par la concurrence pour voir votre importance. Ça aussi, comment on peut faire... Alors, qu'est-ce qu'on peut dire une entreprise doit être... le personnel d'une entreprise doit se sentir dans l'objet de l'entreprise. Et cela part de la définition de la culture de l'entreprise. Le problème n'est pas l'employé qui part. L'employé qui part devient un ambassadeur à la fin de la journée pour l'entreprise également. Si vous avez été formé par la RTI et que demain vous devenez un champion mondial de la communication, mais la RTI va être fière de vous, d'avoir été à l'origine de votre carrière. Normalement, donc, oui. Il n'y a pas en tant que tel de problème. Mais personne n'a envie de perdre des talents, encore une fois. D'accord. Là, c'est la démarche. Mais sur le terrain aujourd'hui, combien d'entreprises, dites-nous ce qui se passe, appliquent ce que vous venez de dire? Parce qu'après, des fois, on a des entreprises où la formation est sporadique, où c'est ciblé pour certaines personnes. Est-ce à dire que les autres employés sont susceptibles de partir ou d'être licenciés à n'importe quel moment? Additif à ce que ma collègue dit, c'est que c'est toujours les mêmes personnes qui vont en mission, c'est toujours les mêmes personnes qui bénéficient de véhicules, de ceci, de cela. C'est toujours une catégorie, un clan, un groupe de, je ne sais pas, peut-être... Cette vision de l'entreprise doit évoluer. Cette vision de l'entreprise, aussi bien une entreprise de service public qu'une entreprise privée, doit évoluer parce qu'une entreprise a besoin d'être équilibrée.
elle a besoin d'être équilibrée. Elle a besoin d'une secrétaire qui sait jouer son rôle. Et aussi bien qu'elle a besoin de managers qui savent jouer leur rôle. Et donc, l'entreprise doit évoluer vers... c'est la culture de l'entreprise. Il n'y a pas de favoritisme, il n'y a pas de discrimination à avoir. Tout le monde porte le fardeau du succès de l'entreprise. Quand vous parlez, on a l'impression que vous êtes un expatrié. Vous ne connaissez pas toutes les contingences que nous avons dans nos pays ici. Notre rôle au sein de cette émission, et c'est bien que la RT ou cette LUCAN, c'est d'amener les entreprises vers les bonnes pratiques. Combien d'entreprises respectent ce que vous dites là en Côte d'Ivoire ici, honnêtement? Parlons-nous franchement. Bon, les entreprises qui ne le respectent pas, elles feront face à la concurrence et elles vont perdre des talents, elles vont perdre des capacités d'être plus performants vis-à-vis de la concurrence. Et donc, si vous n'avez pas une entreprise qui n'est pas capable de garder des talents, vous allez former, reformer et reformer. Et il faut être formé également. Non, quand je dis former, ils sont formés non pas pour participer à la productivité de l'entreprise. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais les managers doivent être formés également pour gérer les talents, savoir les reconnaître. Parce qu'il y a des managers qui, quel que soit votre talent, ne vont jamais reconnaître ce que vous faites. Ce que vous dites est très clair et très intéressant parce que vous avez dans des entreprises des collaborateurs qui, sous le leadership de quelqu'un, sont... C'est quand ils s'en vont qu'on voit leur importance. Mais le jour que ces personnes s'en vont, on découvre tout à coup que le service devient bancal et là où l'employé est parti, il brille de partout. Donc, ça, c'est une perte sèche pour l'entreprise. D'accord. Là, nous avons aussi un devoir d'instruction. On va demander à vous, notre expert, comment devrait se passer tout ce programme-là au sein des entreprises par rapport à la formation, dans l'année, et voilà, en exercice, comment ça se passe? En exercice, après le processus de revue des performances qu'on appelle l'évaluation, normalement, tous les managers et les employés s'accordent sur un plan de développement personnel. Je dis que, OK, l'année prochaine, je dois être capable d'utiliser l'anglais comme outil de travail. OK? J'ai défini ça dans mes objectifs de développement personnel et mon manager l'a validé. Donc, dans le plan global de formation de l'entreprise, ces besoins vont être captés et ceux des besoins qui rentrent dans l'objectif stratégique de l'entreprise parce que c'est une affaire de budget. Il faut que votre formation ou votre développement rentre aussi dans le profil de la vision de l'entreprise. Un message, excusez-moi, c'est Matin Bonheur. Un message. J'ai voulu faire une formation en chinois parce que je travaille dans le négoce, que c'est une langue qui est très usitée. Mon manager n'a pas voulu et à ma grande surprise, 2 mois après, il a été programmé pour une formation en Chine à ma place. Ça, c'est le mauvais manager. La justice divine. Parce que le mauvais manager, le bon manager doit développer ses employés, doit développer ses collaborateurs. Et ça, cet employé est capable de démissionner à la première opportunité qui va se présenter. Parce qu'il ne se sent pas concerné par l'entreprise. Et souvent, la direction générale donne carte blanche au manager, faisant confiance que ceci peut permettre le développement des collaborateurs. Mais à la il y en a qui voient ça en jalousie. Voilà. Justement, ce gars-là, si on les envoie en formation, ils seront trop dangereux, ils vont nous menacer, ils peuvent prendre notre place. Je vous assure que le succès d'un manager se lie dans la capacité grandir les autres de ses collaborateurs. Et ça, le manager qui n'a pas intégré cela, il ne pourra pas se prévaloir de cette... ton papier là, je ne vais pas signer, tu vas voir, je ne vais pas signer ton papier. Le chantage, justement. Le chantage, tout ça. Ouais. On parle tout de suite, là, vous avez parlé de démission. Est-ce que c'est le seul recours? Comment l'employé peut, on va dire, se libérer de ce joug-là? Légalement. Légalement, oui. Bon, l'employé, malheureusement, dans plusieurs situations, se trouve dans la partie la plus faible du système. Malheureusement. Voilà, malheureusement. Et c'est pourquoi dans l'entreprise, il y a des représentations, par exemple la délégation du personnel, le comité d'entreprise. Donc, toutes ces structures peuvent être des outils de dialogue pour permettre à l'entreprise de prendre conscience de ces problèmes. Parce que c'est des problèmes structurels, c'est des problèmes de développement. L'entreprise doit en prendre conscience pour adopter un plan clair pour garder la motivation du personnel. Marco et Alix, votre consultant est de bonne volonté, il dit de bonnes choses, mais il oublie une chose. L'homme noir n'est pas bien. Bon, enfin, ça, c'est pas... L'homme noir n'est pas bien. Ce qui se passe, il y a des choses qui se passent en entreprise qui ne sont pas bonnes. Chacun vient avec ses gars et quel que soit votre talent, vous êtes toujours talonné. Quand vous n'êtes pas là-dedans, dans le cercle... Alors, dans les entreprises où nous évoluons, qui sont des entreprises d'exemple, il faut un plan clair, que le personnel sache que, par exemple, il y a de la mobilité interne qui est possible. La mobilité interne est possible,
Et quand une opportunité d'emploi se présente, elle est publiée dans le site ou l'intranet de l'entreprise pour que tout le personnel, ceux qui ont des capacités, puissent saisir cette chance. Et donc, le taux de personnes qui ont été déplacées d'un poste à un autre, ou bien même d'une région de l'entreprise à une autre région, va mesurer la capacité de l'entreprise à déployer ce plan d'employabilité. D'accord. Monsieur Kassé, est-ce que les managers aussi n'ont pas besoin de psychologie aussi? Parce qu'un manager qui va, si on s'en tient à votre définition, qui va accepter que oui, X ou que Alix parte en mission aux États-Unis, qu'elle ait de nouveaux atouts, un manager qui va voir ça dans le style, ça va arranger la chaîne, honnêtement. Ça n'existe pas. Non, c'est ce que j'ai dit. Comment ça devrait exister? C'est vous qui le dites. Quel est le mécanisme à mettre en place? L'entreprise n'est pas dépendante du bon vouloir ou du sentiment de la personne. Ça c'est ce qui est normal. Voilà. Mais nous savons tous que nous évoluons dans l'état de santé de nos employés. Oui, c'est dommage parce que nos entreprises gardent des tas que la société a malheureusement. Et ça, c'est vraiment dommage. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'aux États-Unis, quelqu'un qui a fait des études en management, en ressources humaines, réussisse, et des gens qui sont allés faire des études majeures de leur promotion et qu'ils arrivent en Côte d'Ivoire, qui n'arrivent pas à se déployer. Nous sommes allés à un festival représenter notre pays et à notre place, au niveau des ingénieurs, c'était des secrétaires qu'on envoyait à notre place. Voilà. Et cela se passe de façon récurrente dans les entreprises. Quand il s'agit des grandes décisions, des grands voyages, il y a des gens que vous ne connaissez même pas, qui parfois même ne sont pas dans votre entreprise, qui vont à votre place. C'est frustrant. C'est mieux en cadeau pour certains. Oui, c'est mieux en cadeau, là où ça devait être un outil de motivation pour les personnes, pour des cadres ou des employés performants. C'est devenu un moyen de contenter des amis et c'est vraiment dommage. Moi, je voudrais vraiment que cette émission soit une lucane pour donner des esquisses d'accompagnement sur les bonnes pratiques en entreprise, ce qui fait qu'une entreprise peut réussir, ce qui fait qu'on peut garder des collaborateurs performants, motivés et mobilisés. Et ça fait gagner de l'argent à l'entreprise. Ça fait gagner de l'argent à la fin de la journée à l'entreprise. D'accord. Et dans la même veine, est-ce que l'État ou, on va dire, le gouvernement a légiféré là-dessus? Est-ce qu'il y a des lois? Les deux éléments sur lesquels je peux parler de législation, il y a la nécessité et l'obligation pour l'employeur de former son personnel à travers le reportage. C'est contraignant? C'est contraignant. Oui, il y a des Toutes fonds les pour ça. entreprises cotisent. Pour les entreprises privées, c'est 1,2% de la masse salariale et ces 1,2% servent à la formation de tout le personnel. Tout le personnel. Ça se passe comment? Moi, j'ai besoin d'une formation. Je fais une demande. Votre besoin est exprimé. Les ressources humaines vont prendre le leadership pour capter tous les besoins en formation de l'entreprise. Ils vont monter un plan de formation qui est soumis à l'approbation du FDFP. Et une fois que ce plan est agréé et validé, l'entreprise va organiser l'exécution de ce plan en conviant les structures de formation ou bien en vous envoyant en France, en vous envoyant dans telle structure de formation. Et le paiement se fait par les deux structures, le FDFP et l'entreprise aussi qui contribue. Ça, c'est au niveau de la formation. Le deuxième volet sur lequel je pense que l'État a pris des dispositions pour lutter contre la précarité de l'emploi, c'est la nouvelle loi, l'article 15.8 du nouveau Code du travail, qui dit que pour un CDD qui se termine, pour lequel l'employé n'a pas la possibilité d'offrir un CDI, il va payer une prime qu'on appelle la prime de précarité de 3%. Et il y a une obligation aussi au sein des entreprises d'avoir un taux de CDD versus contre les CDI. Il ne peut pas avoir plus d'un tiers de CDD contre les CDI dans une entreprise. Donc, toutes ces mesures, je pense que c'est pour favoriser, pour lutter contre la précarité de l'emploi, pour que les employés soient engagés sur de plus long terme et participer mieux à l'objectif de l'entreprise. D'accord. On va parler maintenant de l'intervention de l'évaluation, toujours dans le cadre du management. On sait que c'est bien organisé. À N+1, on note et ainsi de suite. Quand à la fin de l'année, les employés qui notent leurs différents responsables, il s'avère que tout le monde est unanime sur le cas du manager, il n'est pas performant. Il n'est pas performant. Dans son rôle de manager, il n'est pas performant. OK, si moi je suis un responsable de cette structure, qu'il apparaît très clairement qu'un manager, malgré qu'il est techniquement performant, il fait bien son travail technique, c'est-à-dire techniquement il est bon, mais sur le plan de la gestion des équipes et du personnel qui est sous sa responsabilité, ou bien sur le plan attitude, comportement, il a des tas, je vais mettre un plan
individuel de performance sur ce plan précis-là par rapport au superviseur. Parce que autant je supervise des collaborateurs, il y a toujours quelqu'un au-dessus de moi. Voilà. Donc on le mettra sur un plan individuel de performance pour l'amener à corriger ça dans un délai bien donné avec des objectifs bien précis. Donc c'est un plan avec sursis. Hein, oui. Et généralement, quand on te met sur un plan individuel de performance, il faut attendre pour une entreprise sérieuse, si les choses ne sont pas corrigées, que le lendemain, on ait des motifs valables pour se séparer de toi. Monsieur Doumbia, question pratique également. Est-il normal que quelqu'un qui est à 6 mois de la retraite puisse bénéficier d'une formation? Ça a été le cas dans mon entreprise. Le monsieur était à 6 mois de la retraite et il allait au Japon pour 1 an. Est-ce normal et est-ce légal? OK. Tout dépend de l'objet de cette formation. Une entreprise qui pense que ses cadres ou son personnel qui va à la retraite a besoin d'accompagnement va initier un programme de formation pour que, à la fin de leur carrière au sein de la télévision, par exemple, ils puissent continuer d'être utiles. Ils puissent continuer. Ça aussi, c'est l'employabilité. Donc, il peut être consultant, il peut être un mentor pour les jeunes qui entrent à la télévision. Et donc, ça doit avoir un lien avec cette nécessité. Maintenant, s'il s'en va à la retraite et que c'est maintenant qu'on va aller le former sur les nouvelles technologies enfin, je veux dire, ça ressemble beaucoup plus à un cadeau. C'est obsolète, oui. Ça ressemble beaucoup plus à un cadeau. Et c'est encore des éléments de mauvaises pratiques, de management et de gaspillage de ressources. Quels sont les recours pour l'employé, par exemple, qui sent que vraiment on ne l'écoute pas? Par exemple, le cas de cette entreprise de négoce là, où la dame a demandé d'aller en Chine, et 2 mois, le patron, le manager a refusé, et 2 mois après, c'est lui-même qui va. Il dit non, il dit qu'il ne savait pas que c'était juste un accident. Okay, quelles sont les voies de recours? Cette question ouvre aussi une possibilité pour le salarié. Parce que nous avons beaucoup parlé plus de la responsabilité de l'entreprise, mais je n'ai pas parlé de la responsabilité du salarié. Oui, c'est de part et parce que le salarié, lui également, il a un rôle prépondérant dans son employabilité. C'est à lui d'identifier son futur professionnel. Et par rapport à son futur professionnel, il est en droit de se donner lui-même les moyens de bâtir son futur professionnel. Moi, je sais qu'au niveau des ressources humaines, on ne sera plus en train de recruter aujourd'hui en demandant des CV papier pour venir à mon bureau. Et donc, je sais qu'il y a des outils en ligne qu'on va utiliser pour le recrutement. Je sais que si je cherche des talents rares, il y a des ressources dans lesquelles je dois partir pour trouver ces talents rares. Et donc, je ne vais pas attendre que l'entreprise me forme. Je vais moi-même me donner les moyens d'acquérir ces capacités, ces compétences, pour que demain, je puisse me vendre au sein de l'entreprise. Donc, même étant dans l'entreprise, on peut envoyer des demandes ailleurs également aussi. Oui, vous pouvez le faire parce que, encore une fois, c'est la capacité d'un employé à garder, à rester dans un emploi bien donné au sein de l'entreprise ou hors de l'entreprise. À se projeter. Voilà, à se vendre en tout temps. Ça veut dire quoi? Vous devez être désiré par la RTI pour rester au sein de la télévision, mais vous devez aussi être courtisé par la concurrence. C'est là que vous vous sentez en capacité à tout moment de garder un emploi. OK, on a bien compris. Merci beaucoup à vous, M. Kassé. Je rappelle, il revient la semaine prochaine. Est-ce que vous pouvez revenir la semaine prochaine? Non, j'aime bien les... Mais oui, hein, c'est précis. C'est précis, on ne tourne pas. Vraiment, vous êtes... un expert. Vous êtes un expert. Merci. Alix, conclusion de cette émission. Merci en tout cas à notre invité et puis à tous les invités qu'on a reçus. Merci aussi à vous pour votre aimable attention. Et on se dit au revoir.